Le fameux mystère du système d'Aldebaran, Hermann Oberth, qui a été le pionnier de la conception de fusées pour le Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite fait progresser la technologie des fusées pour les lancements spatiaux habités américains, a déclaré de manière énigmatique: Nous ne pouvons pas nous attribuer seuls le mérite de notre avancée record dans certains domaines scientifiques, nous avons été aidés. Nous ne pouvons pas nous attribuer seuls le mérite de notre avancée record dans certains domaines scientifiques, nous avons été aidés. Lorsqu'on lui a demandé par qui il avait été aidé, il a répondu: les habitants d'autres mondes. Les habitants d'autres mondes. Werner von Braun, pionnier de l'espace associé à Aubert et également au service du Troisième Reich, s'est fait l'écho d'une connaissance similaire de la réalité extraterrestre lorsqu'il a déclaré en 1959: Nous nous trouvons face à des puissances qui ne sont pas les nôtres. Nous nous trouvons face à des puissances bien plus fortes que ce que nous avons supposé jusqu'à présent, et dont la base nous est pour l'instant inconnue. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, nous sommes en train d'établir des contacts plus étroits avec ces puissances et, dans 6 ou 9 mois, il sera peut-être possible d'en parler avec plus de précision. Above Top Secret, par Timothy Good, William Morrow and Company, INC 1988, qui était au juste les habitants d'autres mondes dont parlait si allègrement le docteur Obert, et ces deux éminents scientifiques allemands faisaient-ils une référence indirecte à l'un des mythes les plus répandus et les plus séduisants de l'ufologie, le lien supposé entre le Troisième Reich de l'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale et les extraterrestriels? Après la défaite militaire de la Première Guerre mondiale, certaines sociétés secrètes occultes sont apparues en Allemagne avec l'intention de découvrir des indices de l'existence d'anciennes civilisations perdues qui avaient jadis prospéré sur cette planète, des civilisations qui auraient possédé des technologies remarquables, presque magiques, leur permettant de maîtriser les mers et les cieux et même de voyager dans l'espace interstellaire. L'inspiration pour redécouvrir ces technologies a été trouvée dans un roman publié en 1871 par l'auteur rosicrucien Édouard Bulwer-Lytton, intitulé The Coming Race. Lytton y raconte l'histoire d'un explorateur intrépide qui découvre une race avancée d'humains vivant dans un vaste monde souterrain et qui se nomme eux-mêmes Vrilia. Ces êtres étaient auparavant des habitants de la surface, jusqu'à ce qu'une catastrophe mondiale, semblable au déluge de l'Ancien Testament, les oblige à se réfugier dans les profondeurs de la Terre. La survie de cette merveilleuse société a été facilitée par l'application d'une force qu'il appelle Vril. Une explication à laquelle je n'ai pas compris grand-chose. Car il n'existe aucun mot dans aucune langue que je connaisse qui soit un synonyme exact de Vril, je devrais l'appeler électricité, sauf qu'il englobe dans ses multiples branches d'autres forces de la nature, auxquelles notre nomenclature scientifique attribue des noms différents, comme le magnétisme, le galvanisme, etc. Ces gens considèrent qu'avec le vril, ils ont atteint l'unité des agences énergétiques naturelles, qui a été conjecturée par de nombreux philosophes au-dessus de la Terre. Certains ont supposé que le livre de Lytton n'était pas tout à fait une œuvre de fiction et qu'en fait, il avait connaissance de secrets selon lesquels des artefacts lémuriens et atlantes perdus existaient toujours dans des caches clandestines dissimulées dans le désert de Gobi et au Tibet. Et en effet, d'anciens textes sanscrits de l'Inde décrivent des civilisations qui ont prospéré avant le grand déluge et qui possédaient des technologies dépassant l'entendement de la science moderne. Le poème épique Saramangana Sutradhara fait référence à la construction d'étonnantes machines volantes. Le corps du Vimana doit être solide et durable, comme un grand oiseau volant fait d'un matériau léger. À l'intérieur, il faut placer le moteur à mercure et son appareil de chauffage en fer, grâce à l'énergie latente dans le mercure, qui met en mouvement le tourbillon moteur. Un homme assis à l'intérieur peut parcourir une grande distance dans le ciel. Les mouvements d'un Vimana sont tels qu'il peut s'élever verticalement, descendre verticalement ou se déplacer en biais vers l'avant ou vers l'arrière. Avec l'aide des machines, les êtres humains peuvent voler dans les airs et les êtres célestes peuvent descendre sur Terre. Les érudits orientaux et les occultistes allemands considéraient ces mythes anciens avec le plus grand sérieux et, pendant la période d'accalmie entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les sociétés secrètes Thulé et Vril ont déployé des efforts assidus pour transformer ces mythes en une réalité technologique viable. La maîtrise d'une force occulte telle que le Vril n'assurerait pas seulement la domination technique de l'Allemagne, elle libérerait en fin de compte l'Allemagne de toute codépendance paralysante vis-à-vis des cartels pétroliers internationaux dominés par les conquérants de l'Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les initiés des sociétés Thulé et Vril étaient déterminés à développer une science alternative et des technologies alternatives basées sur les principes possédés par la grande civilisation perdue de l'Atlantide, une dynamotechnologie spirituelle supérieure aux notions mécanistes de la science moderne. Leur objectif était donc de redécouvrir cette source d'énergie libre universelle et d'en faire profiter le monde moderne. W. O. Schumann, membre de Thulé, de l'Université technique de Munich, a déclaré: En toute chose, nous reconnaissons deux principes qui déterminent les événements, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la création et la destruction comme en électricité. Nous connaissons le plus et le moins. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Tout ce qui est destructif est d'origine satanique, tout ce qui est créatif est divin. Toute technologie basée sur l'explosion ou la combustion doit donc être qualifiée de satanique.
La nouvelle ère qui s'annonce sera celle d'une technologie nouvelle, positive et divine par conséquent, l'objectif de maîtriser le vril, le prana, l'énergie vitale fondamentale, illimitée et cosmique, une source d'énergie qui fonctionnerait harmonieusement avec notre monde naturel, est devenue l'une des priorités de ces sociétés secrètes allemandes. La médium Maria Orsic était la chef des Vrilrinnen. Les belles jeunes femmes de la Vrilgesellschaft, elles portaient toutes les cheveux en longue queue de cheval, contrairement à la mode populaire des cheveux courts de l'époque, affirmant que leurs longs cheveux agissaient comme des antennes cosmiques qui facilitaient leur contact avec les êtres extraterrestres de l'au-delà. Selon la légende de la société allemande du Vril, une réunion fatidique s'est tenue en 1919 dans un ancien pavillon de chasse près de Berchtesgaden, où Maria Orsic a présenté à un petit groupe composé de membres des sociétés de Thulé, du Vril et du Soleil Noir, des messages télépathiques qu'elle prétendait avoir reçus d'une civilisation extraterrestre vivant dans le lointain système solaire d'Aldébaran. À 68 années-lumière de distance, dans la constellation du Taureau, une série de transmissions canalisées par Maria s'est avérée être rédigée dans une écriture templière allemande secrète qu'elle ne connaissait pas. Une deuxième série de transmissions semblait être écrite dans une ancienne langue orientale, que les érudits babyloniens associés au groupe Thulé ont reconnu comme étant de l'ancien sumérien. Maria Orsic et Sigrin, une autre femme médium de la Vril Society, ont commencé à traduire ces transmissions et ont découvert qu'elles contenaient des instructions pour la construction d'une machine de vol circulaire. Cependant, il est important de considérer la motivation possible derrière l'offre de la civilisation aldébaranienne d'aider le groupe Vril et l'Allemagne, la chercheuse Wandel Stevens nous dit que, plutôt qu'un geste militant d'aide aux nazis agressifs, les Aldébariens ont perçu une disparité économique dans les cultures terriennes qui alimentaient des guerres et des conflits perpétuels. Pour atténuer cette disparité, les Aldébarans ont pensé qu'en offrant des technologies d'énergie libre, utilisées pour créer des moyens de transport de masse abordables, une nouvelle génération innovante d'industrie, promouvant la prospérité et une plus grande interaction pacifique entre les nations, pourrait en résulter, diminuant ainsi les guerres violentes. Il est clair qu'un tel plan a trouvé un écho auprès des membres des sociétés Thulé et Vril et de leur rêve d'un nouveau monde utopique basé sur la science alternative. Après avoir étudié ces dessins ésotériques, le docteur W. O. Schumann et ses associés de l'université de Munich se sont rendus compte que le channeling contenait en fait des éléments physiques viables et, au cours des années suivantes, des travaux ont été entrepris pour faire de cette machine volante une réalité. En 1922, la mise au point d'un prototype fonctionnel était en cours. Entre-temps, l'Allemagne a vu la création du Parti national-socialiste et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, alimentée en partie par les visions utopiques d'un nouvel ordre mondial inspiré par les sociétés de Thulé et de Vril en 1934. Le premier vol des habités du RFZ en a eu lieu. Cependant, les résultats ne sont pas des plus réjouissants. Piloté par l'intrépide de la Première Guerre mondiale, Lothar Weiss, l'engin vacille jusqu'à une altitude de 60 mètres et, à l'atterrissage, le pilote parvient à s'échapper de l'engin juste à temps avant qu'il ne parte en vrille, se déchirant en morceaux comme une toupie ivre. Avant la fin de l'année, une version améliorée, le RFZ-2 de 5 mètres, a été testé avec succès et le développement des disques volants a été repris par la division SS-4 de l'armée nazie. Les principes physiques fondamentaux étaient aussi simples qu'un gyroscope d'enfant, des disques circulaires tournant en contre-rotation créent un effet antigravité. Un effet aussi intemporel que celui décrit par le prophète de l'Ancien Testament, Ézéchiel, et son char de feu, une roue dans une roue. Le patriarche hébreu aurait-il été témoin d'un engin volant en provenance d'Aldébaran? Contrairement à son objectif déclaré de créer un monde d'harmonie cosmique, Hitler a envoyé ses chars Panzer et son infanterie en Pologne en 1939, précipitant ainsi la Seconde Guerre mondiale, une guerre tout à fait destructrice malgré le fait qu'il ait également interdit toutes les sociétés secrètes en Allemagne. Les Gesellschaft Thulé et Vril ont maintenu leur autonomie et le développement des soucoupes en lévitation Vril s'est poursuivi, malgré la concurrence financière des impératifs de production de guerre conventionnelle de la Luftwaffe. L'unité aérotechnique V-7 conçut un certain nombre de soucoupes hybrides qui combinaient à la fois des systèmes exotiques d'antigravité et des systèmes conventionnels de propulsion par turboréacteur, créant ainsi des engins à portance verticale qui étaient essentiellement les précurseurs des hélicoptères modernes. Cependant, l'unité SS-4, nettement distincte, était la seule responsable du développement du rêve hitlérien de la propulsion à énergie libre. En 1941, l'engin de lévitation Vril 2 est utilisé avec succès pour les vols de reconnaissance transatlantique. Le vaisseau RFZ-2 utilisait le moteur Schumann Levitator pour la sustentation verticale et, lorsqu'il était activé, il présentait des effets communément décrits dans de nombreux récits d'OVNI, flou des contours visibles et couleurs d'ionisation lumineuse par rapport à l'accélération du moteur du vaisseau. Variant de l'orange au vert, au bleu et au blanc de plus, l'engin a effectué des virages radicaux à 90 degrés, caractéristiques des vols d'OVNI. Tragiquement, le Reich a détourné les intentions pacifiques de la technologie de lévitation de l'Albaran et, suite au succès du RFZ-2, un modèle de combat pour un seul pilote a été conçu. Le chasseur avancé Vril, était capable de voler à 12 000 km/h et d'effectuer des virages à angle droit à pleine vitesse sans que le pilote ne subisse d'effets néfastes.
Le vaisseau volant dans une enveloppe autonome de son propre champ gravitationnel, le pilote ne ressentait aucune sensation de mouvement ou d'inertie. Les progrès ultérieurs des engins de lévitation entre 1941 et 1944 ont donné naissance à la série des Honbu, les gros bras de la flotte de soucoupes de Reich. Le développement de puissants moteurs magnétogravitiques à tachyon, les tultachionators, que l'on suppose être de grandes sphères de mercure en rotation verticale, a permis de concevoir des vaisseaux soucoupes blindés de 75 pieds de diamètre, équipés d'armements tels que des tourelles de canons Panzertank montées sur la face inférieure. D'autres vaisseaux étaient équipés de canons laser à clistron. À Noël 1943, la médium Maria Orsic, de l'Avril Gesellschaft, affirme que les transmissions ultérieures en provenance d'Aldébaran révèlent que deux planètes habitables gravitent autour de cette étoile et que l'ancienne civilisation mésopotamienne de Suméria est liée à d'anciennes colonies d'explorateurs d'Aldébaran. Les voyants ont découvert que la langue écrite d'Aldébaran était identique à celle des Sumériens et qu'elle était phonétiquement similaire à l'allemand parlé. Il a également été révélé qu'il existait un canal dimensionnel, ou trou de verre, reliant nos deux systèmes solaires. Ainsi, en janvier 1944, peut-être conscient que les efforts de guerre de l'Allemagne faiblissaient, Hitler et Himmler ont autorisé un plan audacieux consistant à envoyer une soucoupe Vril 7 dans le canal dimensionnel, peut-être pour obtenir l'aide de la civilisation d'Aldébaran. L'aventure a frôlé le désastre. Le Vril 7 est revenu avec sa coque vieillie comme s'il avait volé pendant 100 ans et sa surface endommagée en plusieurs endroits. Entre-temps, les Alliés ont eu un aperçu désagréable du potentiel d'armement mortel des soucoupes allemandes. En 1944, un bombardement massif a été lancé contre l'usine critique de roulement à billes de Schweinfurt. En quelques heures, une escadrille de 10 à 15 disques nazis réussit à abattre pas moins de 150 bombardiers britanniques et américains, soit un quart de l'ensemble du contingent de bombardiers. Pourtant, face à des forces écrasantes, le Reich en ruine ne dispose pas d'un nombre suffisant d'escadrons de soucoupes pour renverser la vapeur. Le destin militaire du Reich étant incertain, un général ambitieux et énergique s'élève au sein de l'élite du cercle intérieur de la SS pour atteindre un niveau de pouvoir qui rivalise peut-être avec celui du Führer lui-même, Hans Kammler, protégé de Heinrich Himmler. S'est fait une réputation grâce à ses compétences en matière de développement et de mise en œuvre rapide d'installations de fabrication clandestine et de mobilisation massive de main-d'œuvre esclave en provenance des camps de concentration. En 1945, Kammler s'était assuré le contrôle de tous les projets SS ultra-secrets liés aux missiles ou aux avions. Les projets Vril ont certainement été l'une de ses principales priorités. Rusé et astucieux, Kammler possédait facilement les qualifications nécessaires pour diriger la construction des installations des projets spéciaux au pôle Sud. Le 17 avril 1945, Kammler disparaissait d'Allemagne, échappant vraisemblablement à la capture à bord d'un imposant bombardier Junker 390 America à 6 moteurs, en partance pour une destination inconnue. En s'emparant inévitablement des installations de fusées et du personnel de Peenemünde, les dirigeants de l'armée alliée En Marche n'ont que trop bien compris à quel point la technologie allemande était devenue dangereusement avancée. Malgré la capitulation inconditionnelle du Troisième Reich en 1945, une menace nazie potentielle hantait toujours les services de renseignement alliés. Le haut commandement allemand n'avait-il sacrifié son opération européenne pour gagner du temps afin d'installer une position de repli dans l'Antarctique, capable de lancer de futures représailles depuis sa redoute polaire sud? Le post-scriptum de cette légende est le récit de l'opération High Jump. En janvier 1947, une force militaire américaine composée de 13 navires, dont un porte-avions, d'hydravions, d'hélicoptères et de 4000 soldats a été envoyée en Antarctique sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, dans le but déclaré de cartographier le littoral. Cette force opérationnelle était prévue pour un séjour polaire de 8 mois, mais après 8 semaines et une perte non divulguée d'avions et de personnel, Byrd a retiré ses forces. La rumeur veut que Byrd ait été confronté à une action hostile écrasante, qu'il a décrite comme suit: des chasseurs capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Il a également laissé entendre qu'il avait en fait engagé un contingent allemand assisté également par une civilisation avancée dotée de technologies redoutables. Ce qui s'est passé lors de l'expédition de Byrd au pôle Sud reste entouré de mystères, car tous les rapports, y compris le journal de bord personnel de Byrd, restent confidentiels. Il convient également de noter que l'opération High Jump a été organisée à l'origine par le secrétaire à la marine, James Forrestal. Mais plus tard, en 1949, Forrestal a été envoyé en convalescence pour une dépression nerveuse à l'hôpital naval de Bethesda. Cependant, après avoir prétendument divagué avec le personnel de l'hôpital au sujet de l'Antarctique, des ovnis et d'une ville nazie souterraine, Forrestal s'est vu refuser toute visite et, peu de temps après, il est mort en tombant de la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Sa mort a été qualifiée de suicide. Mais encore une fois, si l'on considère la question posée au début de cet essai, la civilisation avancée suggérée par Byrd pourrait-elle être les mêmes extraterrestres auxquels von Braun et Aubert font allusion, ces peuples d'autres mondes? Pourraient-ils être les mystérieux alliés allemands d'Aldébaran? Telle est la légende du Vril et des projets de disques en lévitation du Troisième Reich. Bien entendu, si toute discussion sur les soucoupes volantes s'était arrêtée en 1945,
il serait parfaitement simple de rejeter tout le mythe comme une absurdité grotesque. Cependant, comme nous le savons tous, les rapports persistants d'ovnis et d'engins volants circulaires sont restés une énigme omniprésente dans le monde entier pendant toutes les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et tant que ce mystère restera sans réponse, l'énigme des soucoupes nazies demeurera un paradoxe urgent qui suscite un kaléidoscope de questions exigeantes, vues sous l'angle de la physique classique. Le mythe tout entier est facilement rejeté comme une foutaise fantaisiste, les notions de contes de fées de canalisation occulte avec des frères de l'espace d'Aldebaren et des nazis armés de soucoupes volantes et de fusils à rayons ressemblent à la science-fiction la plus extravagante. Cependant, cette même légende reconsidérée du point de vue radicalement différent de la physique quantique devient dramatiquement plausible. L'Avril Society était-elle simplement en train de faire une application pratique du champ unifié, le vril ou l'unité des agences énergétiques naturelles qu'Edward Bulwer-Lytton a décrit, loin d'être une fiction, est une description remarquablement précise de l'énergie du point zéro qui imprègne l'univers tout entier. Les anciennes civilisations perdues de la Terre ont-elles partagé avec les civilisations extraterrestres des étoiles l'idée que l'univers est en fait une conscience unique et simultanément un océan d'énergie illimitée? Se pourrait-il qu'une poignée de visionnaires allemands audacieux ait découvert les secrets de l'exploitation de cette énergie, et finalement, qui ont été les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Un contingent de physiciens, d'ingénieurs et de militaires allemands a-t-il réussi à quitter le réseau en 1945 et à établir une nouvelle colonie, totalement autosuffisante et indépendante des cartels mondiaux du pétrole? Les principes fondamentaux de la production d'énergie libre sont-ils parfaitement connus et délibérément dissimulés, au prix de la destruction de notre environnement, dans le seul but de servir la cupidité des multinationales et des banques jusqu'à aujourd'hui? 7. Propulsion à l'énergie libre est-elle le secret ultime de la dissimulation des ovnis? Bien entendu, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le mystère des soucoupes allemandes s'est encore épaissi. En juin 1947, un pilote privé nommé Kenneth Arnold a signalé une formation de 9 objets brillants se déplaçant à une vitesse sans précédent de 1600 km/h dans les environs du mont Rainier, dans l'État de Washington. Selon Arnold, les engins volaient comme le ferait une soucoupe si on la faisait sauter sur le point. La presse s'est donc emparée de ces paroles et a lancé la fascination du public pour les soucoupes volantes. Cependant, Arnold a décrit l'engin comme ayant plutôt la forme d'un croissant, comme des ailes volantes, ce qui, par coïncidence, était une autre forme aérienne mise au point par les frères allemands Orton. Pendant la guerre, on soupçonne que les avions allemands capturés sont étudiés dans une installation conjointe américano-britannique située dans l'ouest du Canada, près de l'État de Washington. 4 mois plus tard, en septembre 1947, 8 mois seulement après la mission avortée de l'amiral Byrd en Antarctique, le Strategic Air Command entreprit une mission détaillée de cartographie et de reconnaissance du pôle Nord. Une vaste base de soutien B-29 fut établie à Fort Richardson, en Alaska. Outre les caméras, ces bombardiers étaient équipés de scanners électromagnétiques, de capteurs et de détecteurs d'émissions magnétiques à la pointe de la technologie et, comme l'a décrit Byrd, des engins à grande vitesse capables de voler d'un pôle à l'autre ont également été rencontrés dans l'Arctique. Les équipages de vol ont rapporté avoir vu des soucoupes métalliques à portance verticale stationnées sur la banquise, volant dans l'eau et hors de l'eau, et suivant les B-29, toutes les preuves, les bandes, les boîtes de films et la documentation ont été immédiatement classées et renvoyées en urgence à Washington DC. D'après les documents capturés, les Allemands avaient également prévu de construire un vaisseau cylindrique en lévitation de la taille d'un Zeppelin, appelé la machine Andromède. Ce mastodonte de 330 pieds était capable de transporter jusqu'à 5 petits vaisseaux éclaireurs Vril et Hornby. Au début des années 1950, un Californien nommé George Adamski a photographié un ovni remarquablement similaire à ce modèle. Plus tard, Adamski a affirmé avoir eu un contact avec un extraterrestre d'apparence nordique près de Desert Center, en Californie, qui prétendait venir de la planète Vénus. Toutefois, il convient de noter que les photographies du petit vaisseau de reconnaissance piloté par cet extraterrestre montrent un design pratiquement identique à celui du Hornby 2 allemand, bien qu'Adamski ait été plus tard démenti comme étant un imposteur. Des rapports d'ovnis identiques au vaisseau éclaireur vénusien ont continué à faire surface dans le monde entier. En 1954, le président Dwight Eisenhower aurait été convié en secret à une réunion avec des extraterrestres à l'aérodrome de Muroc, près de Palm Springs, en Californie. Un groupe particulier aurait été d'apparence nordique et aurait offert à Eisenhower la technologie de l'énergie libre en échange du désarmement nucléaire, a refusé. L'histoire raconte que ces ET nordiques ont ensuite rencontré le pape Pie XII au Vatican. Bien entendu, tout le monde sait que pendant la guerre, l'Allemagne a entretenu des relations cordiales avec l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine et, par une curieuse coïncidence, on signale encore aujourd'hui la présence d'ovnis dans toute l'Amérique du Sud, ainsi que des récits de bases allemandes cachées dans les pics glaciaires du Pérou et dans les vastes jungles du Brésil. Prenons l'exemple de cet objet étrangement familier qui aurait été photographié près de Lima, au Pérou, en 1973. Mais l'hypothèse la plus flagrante d'un lien entre l'Allemagne et les ovnis est sans doute celle de la célèbre affaire Billy Meyer. En Suisse, en 1975,
30 ans après la disparition des dirigeants de la société Vril, un agriculteur suisse a affirmé avoir eu un contact avec une fille des Pléiades, qui portait le pseudonyme de Semjaz, et ressemblait étrangement au Vrilrinen de 1919. Cette fille de l'espace portait également de longs cheveux blonds, parlait couramment l'autrichien allemand et partageait franchement des connaissances approfondies sur les projets de soucoupes allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Les vaisseaux téléportés de Semjaz étaient-ils en fait des versions contemporaines des anciens Onbu? Et pourtant, l'énigme demeure, si les vestiges modernes du Troisième Reich possédaient une technologie aussi largement supérieure, pourquoi n'auraient-ils pas tout simplement fait jouer leurs muscles et conquis le monde d'un coup de baguette magique? Pourquoi n'ont-ils pas simplement déployé leurs muscles et conquis le monde d'un seul coup? Ou bien n'ont-ils réalisé qu'une telle victoire risquait en fin de compte d'être un geste futile? Supposons que les survivants du Reich aient appris de leur mentor d'Aldébaran le secret que possédaient les anciens Sumériens. À savoir que, selon un cycle régulier de 3600 ans, la surface de la planète Terre est dévastée par le passage d'une étoile naine, compagne de notre système solaire, et qu'il a été calculé que cette étoile noire allait à nouveau traverser les planètes intérieures au cours des premières années du XXIe siècle. Un événement aussi monumental donnerait au Reich de 1000 ans une maigre durée de vie d'environ 70 ans.